CQ, épisode spécial European Cyber Week. Je suis accompagné de Amiral Coustillère. Est-ce que vous vous présentez? Oui, bonjour. Effectivement, je suis amiral, mais j'ai quitté le service actif il y a maintenant 5 ans. J'ai passé 40 années au service de l'État français dans la Marine nationale. Donc, je suis avant tout un marin. J'ai navigué une grosse quinzaine d'années. Puis, au fil de ma carrière, j'ai commencé à naviguer de plus en plus dans l'espace numérique. Et effectivement, j'ai 20 ans dans le maritime et 20 ans dans le numérique. Et dans le numérique, j'ai eu la chance de commencer. J'ai terminé par être directeur des services d'informatique de la marine, DSI en français, oui, DSI. Et après, je suis passé en interarmée, donc sur la partie joint. Et là, j'ai récupéré le dossier de la création de la cyberdéfense des armées aux alentours de 2009-2010. Et je l'ai rendu qu'en 2017, après avoir créé et commandé toute la structure de cyberdéfense, face aux premières attaques informatiques qui touchaient aussi le ministère des Armées, mais surtout aussi face à la propagande de Daesh. Voilà, donc avec une capacité cyber qui est devenue progressivement une capacité de lutte et de défense dans l'espace numérique, prenant en compte la protection, la prévention, la défense et l'action ou l'attaque informatique contre les ennemis en accompagnement des opérations militaires. Donc avec un cadre juridique très clair, qui n'est pas le cadre juridique des services de renseignement qui sont au fond de l'action secrète. Nous, militaires en uniforme, nous faisons de l'action discrète, mais encadrée par le droit des conflits armés, le droit international humanitaire, puis bien sûr le code pénal de chacun de nos pays. Voilà, et puis mes 3 dernières années de carrière, je suis repassé du côté DSI, puisque j'ai créé la direction générale du numérique du ministère des Armées. Donc après avoir attaqué et défendu les données du ministère, j'ai dû apprendre à les ouvrir, à accompagner la transformation, à faire du lean management et toutes ces choses-là. Et depuis que j'ai quitté, je suis président effectivement d'une association qui s'appelle le Pôle d'Excellence Cyber. Et justement, Basculon, qu'est-ce que le Pôle d'Excellence Cyber? Pour un étranger, c'est une organisation qui fait rayonner la cyber en France en général. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Oui, en fait, quand on a créé la cyberdéfense du ministère des Armées globale, y compris pour les services de renseignement, très vite, on s'est posé la question des compétences et de l'innovation. Donc, assez vite, on a décidé de concentrer une partie significative de nos forces qu'on crée. Là, on crée plusieurs milliers de postes de cybercombattants, qu'ils soient civils ou militaires. Et on a décidé de les concentrer autour de la région Bretagne. 1, parce que c'est pas loin de Paris. 2, parce qu'on avait déjà dans cette région une très grosse expertise technico-opérationnelle. Et 3, la région Bretagne avait offert un terreau d'emploi dans le domaine des télécoms, à qui la cyber redonnait une deuxième départ. Donc c'était une dynamique double, à la fois portée par la région qui a fait de la cyberdéfense sa 3e priorité en matière de développement, et porté par le ministère des Armées qui faisait de la Bretagne le cœur de sa cyber. Donc c'était un pari un petit peu osé il y a 10 ans, même voire un petit peu fou, comment faire marcher une organisation civile, parce qu'on avait mis le PEC, on l'a créé sous forme d'une association pour que ce soit le plus souple et le moins cher possible. Comment faire marcher un attelage qui mettait une région et l'État en même temps. Et donc finalement, le pari a été gagné. Et l'un des fruits que l'on peut voir, c'est ce que vous pouvez constater, c'est le dynamisme de l'European Cyber Week, où on est passé quasiment en 5 ans de à peine 2000 participants à aujourd'hui largement plus de 8000. Donc ces 3 dernières années, quand on a eu 4000, 6000, 8000, et je pense qu'on va dépasser, on va être dans les autour de 8500, 9000 participants à l'European Cyber Week. Et la particularité, c'est qu'on est sur de la cyberdéfense avec un ADN régalien. Je préfère le mot régalien plutôt que le mot de souveraineté, puisque régalien, c'est le cœur de l'État, puis on peut être régalien européen, voilà. Donc on prône un régalien européen, parce que de toute façon, dans le numérique, il n'y a pas d'autre échelle de réflexion que à l'échelle de grandes plaques. Donc nous, on est dans la plaque européenne avec toutes ces valeurs de démocratie qu'on partage d'ailleurs tout à fait avec le Canada. Voilà, donc cette dimension-là, avec un éclairage européen, puis avec des partenaires choisis, parce que l'important dans le numérique, pour moi, c'est faire écosystème. Des partenaires choisis qui soient de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pour ça qu'on a au sein de l'European Cyber Week depuis 5 ans
4 ans, en fait, 4e session, une journée consacrée au Canada, que dans le cas de Bande Association, on a un protocole de coopération, une convention avec INSECEM, et Nicolas Duguay était là, on a monté une partie des choses ensemble. On a aussi bientôt, on va reprendre des contacts très étroits avec CyberEco, et puis on a toute une démarche aussi en matière de recherche. Et j'ai signé hier un protocole qui met sur les rails le montage d'une chaire de recherche, d'un laboratoire de recherche cyber et IA entre les universités de Bretagne et un certain nombre d'universités du Québec, Sherbrooke, mais aussi IMC2. Donc voilà. Donc on est vraiment en train de construire cette relation. Et l'idée, c'est que les entreprises aussi travaillent ensemble, fassent des partenariats. Les entreprises canadiennes sont éligibles à des appels d'offres de l'UE, à condition qu'elles aient un partenaire européen. C'est tout ça, si vous voulez, qu'on est en train d'essayer de créer. Et des partenaires, il peut y en avoir de l'autre côté de l'Atlantique. À l'Est, c'est plus, au-delà de l'Europe, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et par contre, il y en a aussi, je pense au Maroc, je pense à pas mal. Donc, vous avez vu les délégations qui étaient là lors de l'European Cyber Week. Oui, tout à fait. Moi, j'assiste à l'European Cyber Week depuis 2021. J'ai découvert ça par hasard parce que c'était pas dans le radar à l'époque. En plein confinement, masque et tout, moi, été le premier contact avec l'événement qui a une énergie très positive, très ouverte, très compatible avec l'énergie canadienne au sens large, au sens où on se sent bien ici, on ne sent pas la fermeture, on sent vraiment dans un regard très intéressant. Oui, puis on n'est pas très loin de Saint-Malo, donc vous retrouvez les pierres du quartier de Québec. Il fait froid aussi en novembre. C'est un choix qui est particulier, mais qui est très nordique comme choix de l'avoir fait en novembre. Donc, de là, c'est justement comme vous avez mentionné, vous avez parlé de côté régalien, souveraineté, éléments stratégiques, et ainsi de suite, tout ce qui va avec ça. Et c'est très intéressant d'avoir amené le fait de la collaboration avec le Canada que vous êtes en train de mettre en œuvre. De mon point de vue, je trouve ça super intéressant. Et je vous avais déjà entendu, je pense que c'est l'année dernière ou l'autre avant, de parler du fait, la complexité de ce qu'on va dire, la souveraineté au ce sens-là, où d'un côté, il faut qu'on soit autonome, comme chaque pays doit demain un certain nombre d'autonomie, mais tout en étant dans un écosystème qui doit quand même collaborer malgré certaines nécessités locales. L'écosystème numérique, effectivement, est d'un niveau de complexité extrêmement élevé. Et effectivement, c'est un domaine qui a eu sa propre dynamique, c'est un domaine qui était très technique, donc on a trop laissé les ingénieurs choisir les meilleures solutions techniques et ne pas réfléchir au contexte dans lequel on évoluait. Et on a bien vu que à partir du moment où l'informatique est devenue une informatique communicante, tout le monde ne peut plus parler avec tout le monde, l'Internet s'est imposé, puis ensuite, dans l'Internet, on a bien vu la façon dont les données se sont mis au cœur du jeu, et c'est à partir du moment où on avait les données qu'on avait la puissance. Et à partir de ce moment-là, l'Internet est devenu un monde plutôt de captation, où la stratégie pour exister, pour faire des affaires, pour faire du bénéfice, c'était capter les données. Et à partir de ce moment-là, on a changé. On est passé dans un milieu de conflictualité, mais de conflictualité qu'on ne voyait pas. Voilà, donc parce que la captation des données, c'est quelque chose qui est resté très très caché, très technique pendant de longues années. Toutes les technologies de big data, toutes les technologies de transformation numérique, la montée vers le cloud et ainsi de suite, les marketplaces, et voilà. Donc les marketplaces, c'est génial. Vous concevez un système informatique qui est déjà prêt sur 95% du socle, et vous n'avez plus que la partie métier. Voilà, mais par contre, quand vous donnez vos données, non plus un éditeur de logiciel, mais un partenaire, un prestataire de service avec qui vous partagez. Et finalement, même qui vous tient, puisque, in fine, c'est lui qui a les données, et en plus, avec la montée vers l'intelligence artificielle, c'est lui qui a les algorithmes. Donc vous avez l'idée, vous avez la visibilité, puis tout le reste de l'iceberg numérique. C'est parce que le numérique, c'est un peu un iceberg. Hein. C'est des câbles, c'est des infrastructures, c'est l'électricité, c'est énormément de technologie, énormément d'investissements. Tout ça, ça ne vous appartient pas. Voilà, donc vous êtes dans un monde très, 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 très mouvant. Et c'est dans ce monde qu'en gros, en France, depuis 2018, le problème de la souveraineté numérique a émergé. C'est un terme que j'aime pas parce que la souveraineté numérique, ça renvoie à la souveraineté terrestre.
Donc d'un côté, je suis chez moi, de l'autre côté, je suis chez vous. Pour le numérique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et par contre, il y a des domaines comme le maritime, où on a des espaces de souveraineté très différents. Dès qu'on s'éloigne des côtes, de moins en moins l'État est souverain. Par contre, il a des droits, les droits économiques, il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a des endroits où on a réinventé, selon le milieu, la souveraineté. Et c'est ce qui doit être fait aussi dans le numérique. Avec un point particulier, c'est que le numérique, ça sert à faire des affaires, ça sert à se développer, et qu'il y a des grands partenaires qui se combattent. Donc il y a un combat de titans en ce moment, tout le monde le connaît, entre la Chine et les États-Unis pour cette domination technologique. Et là-dessus, on est, quand deux éléphants se battent, les autres se font un peu écraser. Donc c'est un peu cette image-là. Et là-dedans, et l'arrivée du président Trump est un élément, je pense, qu'on peut qualifier de salutaire pour la prise de conscience, puisqu'il traite l'ensemble du monde de la même façon. Donc la façon dont il traitait l'Amérique du Sud, aujourd'hui, vous Canadiens, vous avez au cœur de ces affaires-là. En fait, il n'y a plus aucun... toute leur doctrine, c'est open data sur les données pour se faire du fric. En gros, la liberté s'arrête là où les affaires commencent. Donc, c'est assez caractéristique. C'est dans ce monde-là, il va falloir retrouver une part d'autonomie, on appelle ça autonomie stratégique ou une part de résilience, il y a tous ces éléments-là, mais c'est compliqué. C'est pour ça que l'intérêt de trouver une troisième voie, il y a intérêt, comme je le disais, de faire écosystème avec des gens qui portent les mêmes valeurs. Parce qu'au moment où on rentre sur les réseaux sociaux, on rentre toutes ces choses-là, on voit bien qu'avec l'IA générative, tout le rapport à la vérité, le rapport à ce qui est en ligne sur Internet, c'est pour monsieur tout le monde, il n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il va falloir apprendre aussi à certifier tout ça, et ça va extrêmement vite. Voilà, donc c'est dans ce monde-là qu'il faut faire preuve de vigilance et qu'il faut retrouver d'autres amis. Absolument. De toute façon, le Canada a longtemps vécu en dessous de l'ombre de l'éléphant américain, puis même à certains points un peu trop en dessous de l'ombre de l'éléphant américain. On en paye le prix maintenant, mais que le rapport aux choses a changé énormément, qui, comme vous dites, a quand même clarifié. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de flou. Maintenant, c'est très clair. La ligne, elle est tracée au sol très, très clairement, notamment pour des alliés très proches comme le Canada l'était, ou des alliés un peu plus lointains comme l'Europe à ce moment-là. Puis c'est tout le réalignement par rapport aux valeurs, comme vous avez mentionné. Et faire le croche là-dessus pour l'alliance avec le Canada. Le Canada a encore des racines européennes très fortes, notamment en Grande-Bretagne, notamment en France. Dans le fond, essentiellement les deux peuples fondateurs de ce qu'on connaît du Canada maintenant. Donc, on partage énormément de valeurs communes avec ces deux pays-là européens, qui nous permet de pivoter justement de point de vue stratégique avec l'Europe davantage que... Si je reviens un petit peu sur le pôle Excellence Cyber, qui est à la fois une organisation ancrée dans un territoire régionalement, mais à vocation nationale, qui est intéressant, c'est que dans nos grands partenaires, bien sûr, on est à Rennes ici, donc la Rennes Métropole a des relations très étroites avec la ville de Québec et avec Montréal. La maire de Rennes a fait une tournée d'une dizaine de jours l'an dernier. La région Bretagne, que vous avez vu, a aussi une relation du coup avec la délégation du Québec et la représentation entre ce niveau. Et puis au niveau français, il y a à la fois des relations très fortes entre les deux premiers ministres canadiens et français, mais aussi avec le premier ministre, votre ministre du Québec. Donc voilà, l'intérêt de notre structure, c'est qu'on joue sur les trois, on peut jouer et coordonner et rassembler les trois niveaux et arrêter une politique. Et la soirée d'hier, vous avez bien vu, on était à la région de Bretagne, on a eu M. Jean-Yves Le Drian qui a fait un certain nombre de déclarations. Hier, on était à la mairie, et tout ça, c'était en présence des patrons cyber des armées, du directeur général de l'ANSSI et d'un certain nombre de services de renseignement. Et j'étais très content parce que la délégation canadienne, sur à peu près 25. On est maintenant, on est rendu une très grande délégation du moment en 2021 où j'étais probablement le seul Canadien sur place. Les choses ont beaucoup changé depuis. On a beaucoup renforcé ces conversations-là avec la France, avec le PEC, avec l'European Cyber Week, justement pour ouvrir le regard sur autre chose. Puis l'importance de collaboration, au-delà de l'information qu'on partage, qu'on veut garder en contrôle, qui est la nôtre, mais la technologie elle-même nous permet de faire des échanges de technologie, de bénéficier de l'expertise de part et d'autre.
Oui, puis moi je prône, si possible, le fait que des sociétés canadiennes et françaises travaillent de plus en plus ensemble, avec un pied de chaque côté de l'Atlantique. On a un certain nombre de sociétés qui sont membres du PEC, mais ils sont aussi membres d'INSECEM. Et puis là, le fait qu'il y ait des startups qui pitchent aujourd'hui dans le cas de la French Tech de Rennes, c'est aussi une porte ouverte à des JV, à des offres communes et à des choses comme ça. Et pour moi, c'est important, il faut arriver à faire écosystème. Il faudrait qu'on arrive à créer une sorte d'écosystème cyber franco-canadien. Vous avez une société qui s'appelle Neverac. Voilà, je pense qu'on est plus fort quand on est nombreux. Beaucoup, beaucoup. Retournons un peu sur le volet américain qui a été changé depuis le début de cette année. Pour la France et l'Europe, quel est le coût? Parce que vous étiez déjà un peu plus près, vous avez le Secnum Cloud, vous avez déjà des éléments en préparation. Comment ça vient accélérer davantage ce regard-là et comment ça vient ajouter, parce qu'il y a quand même beaucoup de technologies américaines qui sont en France et de capitaux américains qui sont en France. Comment ça vient moduler l'approche à tout ça maintenant? Je pense que les voies concrètes ne sont pas encore totalement identifiées, mais que le mouvement de fond est parti. Et ce qui est intéressant, c'est que lundi plutôt, mardi, vous aviez à Berlin le premier sommet de la souveraineté franco-allemande. Que 2 jours avant, les deux services de sécurité ont fait une déclaration sur du cloud, ce qui était pour eux le cloud souverain. Voilà, donc on est. Et puis de toute façon, je pense que ça sera pas une rupture avec nos amis américains, parce que la technologie est excellente, la sécurité est rendue correctement. Ça va être plutôt un rééquilibrage dans la relation pour qu'il y ait des partenariats qui soient éclairés. Écraser ses clients, c'est jamais bon et ça se finit toujours mal. Je pense que les sociétés américaines, au bout d'un moment, vont peut-être le constater. Et on voit bien qu'il y a aussi des tas d'initiatives en France, mais aussi en Allemagne, sur du cloud souverain qui respectera en France la certification Secnum Cloud, qui va permettre de vérifier son niveau de sécurité. Mais vous avez des JV entre Thales et Google, pour faire un projet qui s'appelle Sens, qui est une infrastructure qui sera Secnum Cloud avec de la technologie de Google, exploitée par une société française qui appartient à Thales. Vous avez un sujet qui s'appelle Bleu, qui fait la même chose avec Capgemini, Microsoft et Orange. Voilà, donc ça va être des formes qui permettront du coup de faire en sorte que les données restent sous cadre européen. Voilà, c'est ça, l'élément le plus important, c'est quel est le cadre juridique de la donnée, qui a le droit de s'en servir, est-ce qu'elles sont open bar pour les services administratifs ou de renseignement américains dans le cas d'une guerre économique qui existe. Il faut pas se leurrer. La guerre économique, c'était François Mitterrand qui, je crois, avant de quitter ses fonctions ou dans ses derniers entretiens, avait dit: nos amis américains nous mènent une guerre économique à mort, mais sans mort. Donc, c'est pas nouveau. Non, le style nouveau, c'est la violence et le fait qu'on peut plus se voiler la face. C'est la fin de la naïveté. Oui, c'est la fin de la diplomatie essentiellement par rapport à la discussion qui est comme ça. Puis au niveau des hyperscalaires américains, puis on voit un certain mouvement de panique, justement avec la déclaration qui avait été faite au Sénat par Microsoft, qui avait finalement clarifié le fait qu'ils n'avaient pas de choix face à la législation américaine. Puis là, on est dans un contexte où ils sont pris. Et de ça, le mouvement de panique a eu lieu, justement, comme vous mentionnez, Sens et Bleu. Sens étant plus vieux, je pense que ça a 3 ou 4 ans d'existence en termes de choses. Donc, Google ça avait déjà a déjà plus d'expérience un peu dans ce côté-là qui est par rapport à en France, les deux projets sont à peu près concomitants. Ils ont été lancés il y a 2 ans et demi, 3 ans. La grosse différence, c'est que dans le projet Bleu, c'est l'ensemble de la suite collaborative. Donc des mises à jour, beaucoup de puissance de calcul. Et dans la partie faite par Google, c'est plutôt uniquement ce qui est les logiciels qui sont en dessous, donc on appelle tout ce qui est ce qu'on appelle PaaS en jargon. Et il y avait déjà eu une aventure entre Google et OVH pour porter sur des infrastructures OVH un certain nombre de logiciels de configuration. Bon, j'appelle ça configuration parce que c'est du logiciel PaaS de Google. Donc oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même positionnement. Il y en a un qui est technologiquement beaucoup plus compliqué quand on veut migrer la suite collaborative. L'autre, un petit peu moins compliqué. Oui, qui permet justement d'arriver là, mais puis ça. Puis après, on a des clouders purement européens. Je pense à OVH,
qui a un très 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 gros pied chez vous au Canada. Oui, oui. Puis j'ai énormément de discussions avec eux parce que je trouve leur approche très intéressante de partager cet élément-là. Puis justement, ils présentent maintenant du cloud sur site qui permet de déployer de façon isolée maintenant. Oui. Qui a été développé pour la France initialement, mais qui sont capables maintenant de répliquer un peu partout, donc d'arriver avec des solutions souveraines, isolées pour quiconque en a besoin, peu importe où dans le monde. Voilà. Oui, puis on n'a pas besoin forcément de souverains partout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir des architectures qui soient aujourd'hui un petit peu plus un peu plus hétérogène qu'avant. Et effectivement, quand on regarde les travaux que mène en France l'association qui s'appelle le SIGREF, qui rassemble les 150 des 6 des plus grandes boîtes françaises, donc aujourd'hui, eux ne parlent plus de souveraineté ou d'autonomie, ils parlent de résilience. Donc de résilience face à tous les types de menaces. Donc la menace géopolitique, la menace du président Trump qui peut mettre vos données sous séquestre parce qu'il y a un litige. Voilà. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Et bah, ça veut dire qu'ils vont probablement devoir désoptimiser les réseaux des grands groupes pour avoir un réseau qui soit apte à aller travailler en Chine, un autre apte à travailler avec tout le monde pour tout bénéficier de tous les produits de marketplace, puis là où l'information est la plus sensible, où l'information est réglementée, je pense par exemple aux données de santé, des choses dans ce genre-là, ou les données des citoyens français, et ainsi de suite, qui n'ont pas donné leur accord, bah, on les met sur un cloud que l'on maîtrise. Et je pense qu'il y a plein d'endroits aussi dans les collectivités territoriales, dans les départements, là où on a les données des citoyens. Bah, ces données des citoyens, elles restent sous le cadre juridique français, un point c'est tout. Et c'est un problème politique, c'est pas un problème technique. Et le problème, c'est que c'est les ingénieurs qui parlent trop, non, c'est un non-sens. C'est comme mettre les données du ministère des Armées chez un clouder américain. Ça n'a pas de sens de mettre les données du ministère des Armées français sous l'autorité d'une autre nation. Remettons les pieds par terre. Donc je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, et même si ça veut dire avoir un système d'information peut-être un tout petit peu moins performant, ou du moins qu'on ne délègue pas complètement à un partenaire. Mais ça change justement le point de où on met le curseur sur le choix. Puis je pense que la plus grande difficulté que les ingénieurs ont actuellement, c'est une remise en question d'une solution facile d'un clouder, un hyperscalaire américain, versus un élément plus résilient et plus hétérogène. Et c'est important parce qu'on a connu justement hier une panne Cloudflare. On a eu la panne AWS, on a eu la panne Microsoft. Et c'est un rappel brutal que si on prend strictement la résilience, on n'a rien fait qui nous prépare à aucun geste qui nous met pas de résilience du tout dans notre approche. Oui, totalement. C'est pour ça que la démarche par la résilience pour l'entreprise me paraît excellente, me paraît la bonne. Et effectivement, ces grands hyperscalers, ils sont confrontés aussi à un certain nombre de pannes et on se retrouve totalement démunis. C'est totalement vrai. Et par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que tous ces grands hyperscalers, ces grandes sociétés déploient des capacités de lobbying qui sont totalement énormes. Je pense qu'ils ont des niveaux de représentation auprès de l'Union européenne, auprès de l'ONU, qui ressemblent à ceux aux moyens que mettent les nations. Et ensuite, avec une capacité de faire des publicités, d'inviter à déjeuner, à dîner les RSSI. Aujourd'hui, à Paris, si vous êtes un responsable SSI d'une société, vous pouvez aller dîner gratuitement tous les soirs. Il y a tellement d'événements autour de la cyber, des data, du machin. Voilà. Et puis les sponsors, 95% des fois, c'est des boîtes américaines. C'est une bonne guerre, mais il ne faut pas être naïf. Non, mais c'est ça. Ce qui est important là-dedans, c'est le retrait de la naïveté. Ce que Trump nous a enlevé cette naïveté-là. Maintenant, on peut en parler plus ouvertement qu'il y a ces gestes-là qui sont posés notamment par les grandes boîtes américaines qui mettent énormément d'argent pour influencer les politiques. Puis ça a des effets qui sont très difficiles à lutter encore de nos jours, même si, puis même en France, qui a quand même une historique beaucoup plus grande de souveraineté, c'est encore très, très difficile de lutter contre ces énormes lobbies-là avec les argents immenses qu'ils mettent pour, justement, avoir des avantages concurrentiels. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un mouvement de fond, que ça fait des années qu'on a parlé de Gaia X en France, on a parlé d'Adox, et à chaque fois, ils avaient réussi à un peu vider de leur contenu.
Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un sommet franco-allemand sur la souveraineté, qu'à l'Union européenne, quasiment tous les députés sont à peu près d'accord en disant il y a un problème de souveraineté, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a ce mouvement de fond. Et effectivement, s'ils veulent que le monde des affaires, à un moment donné, vont en pâtir. Donc je pense qu'il y a dans un certain nombre de sociétés américaines le rôle des Européens ou des Canadiens, c'est d'expliquer, attention, non, votre truc, ça ne marchera pas, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est fini. Donc au lieu de mépriser vos clients, regardez comment vous arrivez à avoir quelque chose qui permet de répondre à leurs besoins de souveraineté là où il y en a besoin. Et par contre, là où il faut avoir les systèmes, le meilleur de la technologie, aller toujours chercher le haut à droite du Gartner, qui est une façon de... Là aussi, c'est quand même des boîtes américaines qui certifient, qui qualifient des boîtes américaines. Bon, de temps en temps, on y met un peu une européenne, mais voilà, on est quand même dans un environnement qui est très, très technologique, marqué par... et c'est... Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on est dans des mondes où on fait des affaires de façon ouverte, ou est-ce qu'on est dans un monde où on garantit l'hégémonie américaine sur le numérique? Voilà, donc pour les sociétés, je pense que c'est compliqué aussi. Oui, les changements sont très difficiles. C'est des changements culturels très, très importants. Si on se projette dans 5 ans, comment vous voyez les choses? Comment les choses vont avoir évolué? Parce qu'on est dans un point de rupture. Et un point de rupture, c'est toujours drôle de se projeter en avant, parce que dans 5 ans, c'est sûr qu'on va avoir des mauvaises projections, mais c'est de regarder comment maintenant vous voyez qu'on va avoir l'air dans 5 ans, je serai là, du coup, vraiment en retraite, et j'irai voir mes petits-enfants qui habitent le Québec. Non, je pense que c'est vrai qu'on a un point d'inflexion. Et que tout ce qui va se passer dans les 18 mois, il faut vous donner 1 an, 2 ans avec les élections en France, avec un certain nombre d'initiatives qui vont se concrétiser. Les rencontres politiques mettent un peu de temps. Mais on voit bien quand les rencontres, que ce sujet de la souveraineté, plutôt le sujet du numérique est au cœur des discussions entre les différents premiers ministres, qu'on fait un sommet franco-allemand sur la souveraineté, alors que la vision de la souveraineté numérique entre la France et l'Allemagne, on était à 180. Quand vous prenez l'initiative Gaia X, qui était comment faire un cloud européen, la souveraineté française, c'était, c'est la souveraineté, les données doivent être, tout cas juridique. Les Allemands, c'était plutôt, il faut avoir la faculté de pouvoir changer de fournisseur de cloud. Donc, on n'était pas du tout sur le même niveau. Donc là, c'est ce mouvement. Ce qui est compliqué, c'est là où on va avoir besoin de toutes les associations, de toutes les forces vives des 2 côtés de l'Atlantique pour dire, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça va être des travaux sur les certifications, ça va être des offres, ça va être de la préférence européenne. Donc il y a tout un ensemble de franches. Pour moi, on est un peu devant un piano. Il y a plein d'idées. Voilà. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Est-ce qu'elles peuvent avancer? Est-ce que certaines vont avancer très vite, d'autres ne vont pas bouger? Donc c'est un petit peu ça. Ça va être la capacité de l'écosystème à se mobiliser pour avancer dans la même direction, tout en ayant en face des forces qui vont essayer de les empêcher d'avancer. Essentiellement, et comme vous avez mentionné, le politique, ça prend un certain temps. L'électrochoc que nous avons eu il y a 11 mois au Canada fait qu'on a changé le gouvernement, on a changé les approches, et maintenant on est dans un contexte d'alliance beaucoup plus importante, et justement, ça va mobiliser les forces politiques et les forces vives qui vont nous amener ailleurs. Je vous remercie énormément du temps que vous avez consacré. C'est très intéressant, cette conversation-là, et j'espère qu'on va pouvoir la reprendre l'an prochain. Très volontiers. Merci beaucoup. Merci.